Contenu, backlink, mots-clés, signaux web essentiels, extraits enrichis, SERP, sitemaps. Vous êtes un petit peu perdu dans tous ces acronymes, dans tous ces mots-clés. Vous savez malgré tout qu'ils ont tous un impact et un rapport avec comment améliorer votre référencement et que c'est pas si facile de s'y retrouver et de comprendre quelles sont les tactiques, les stratégies réellement efficaces. Le référencement, c'est un domaine qui évolue de manière très rapide, finalement presque au jour le jour. On sort tout juste d'une update de Google qui a démarré, pour la petite histoire, le jour du jeudi de l'Ascension, pour se terminer un peu plus de 2 semaines plus tard. Et vous savez, comme moi, qu'un conseil qui fonctionnait il y a quelques années n'est plus du tout valable aujourd'hui, potentiellement. Évidemment, certaines choses restent stables dans le temps, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. L'objectif dans cette vidéo, c'est que finalement, à peu près au milieu de l'année 2022, c'est de vous faire un petit topo sur l'état de l'art du référencement et quels sont les éléments importants à prendre en compte et quelles sont les tendances pour cette année 2022 en termes de SEO. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal et je suis vraiment très content de vous présenter cette nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush puisqu'on va parler un petit peu de SEO, finalement un petit peu de technique. On va vraiment rentrer dans la pratique. On va parler des tendances du SEO en 2022. Quelles sont les bonnes pratiques encore à mettre en place pour truster les meilleurs résultats dans les moteurs de recherche tels que Google, Bing et d'autres. Pourquoi pas, évidemment, on va beaucoup se focaliser sur Google, puisque Google représente aujourd'hui en France plus de 90% du marché, pas loin de 95%, et dans le monde entier, je crois que ça représente à peu près 85% du marché des moteurs de recherche. Il y a notamment en Chine et en Russie, où on a Baidu en Chine et Yandex en Russie qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est vrai que dans le reste du monde, on a un petit peu de Bing et essentiellement du Google. Pour atteindre les premières positions, vous le savez, il faut répondre à ce que Google et les autres moteurs de recherche attendent de vous. On sait qu'ils ont mis en place un certain nombre de critères. On parle de plus de 200 critères. Et que finalement, le levier, les curseurs entre ces différents critères varie en temps réel avec notamment les algorithmes d'intelligence artificielle mis en place par les moteurs de recherche comme Google. Je pense à RankBrain qui, en fonction finalement de l'expérience, en fonction du comportement d'utilisateur, va pouvoir en temps réel modifier les curseurs de ces 200 indicateurs pour améliorer les SERP de manière spécifique. Certes pour Search Engine Result Page, donc les pages de résultats. Alors, évidemment, on va se rappeler des deux grands critères qui vont être pondérés, le critère de pertinence, qualité du contenu, et le critère de popularité, finalement le nombre et la qualité des backlinks que vous allez recevoir sur votre site. Alors Google aujourd'hui donne, je ne crois pas de chiffres précis, mais dans les petites infos que j'ai pu trouver sur le blog de SEMrush, j'ai pu trouver qu'il y avait plus de 3,5 milliards de recherches par jour qui étaient faites dans les moteurs de recherche dans Google. Donc évidemment, si des gens vous disent que le SEO est mort, que le référencement est mort, je pense que vous avez facilement des arguments contraires à leur donner. Il y a encore et toujours des milliards de recherches qui se font tous les jours, alors que ce soit sur un ordinateur ou sur ces petits desktops, ces petits mobiles, ces petits objets qu'on a tous en permanence avec nous, à qui on vient taper dessus, voire à qui on vient poser des questions. Allez, on va démarrer sur nos tendances pour cette année 2022, et évidemment, d'abord, on va continuer analyser les SERP, la vérité est à l'écran et les pages de résultats ont beaucoup évolué au fil des années et elles continuent à évoluer. Les SERP sont de plus en plus élaborés, on a presque un peu l'impression de tomber sur un sapin de Noël par moment, mais on sait que c'est clairement dans le sens dans lequel Google veut aller, il veut nous présenter des pages de résultats qui vont donner le maximum d'informations, presque sans avoir besoin finalement d'aller cliquer malheureusement pour nous, sur les liens présents dans ces pages-là.
Mais si on arrive à prendre des positions dans les différentes fonctionnalités des SERP, eh bien on peut réussir à obtenir du trafic, ou en tout cas de la visibilité pour notre site internet, sans forcément avoir une meilleure position sur les résultats naturels de base. Alors, si je reprends un petit peu l'anatomie d'une SERP, on va bien évidemment retrouver des annonces, que ce soit des annonces Google Ads classiques ou des annonces Google Shopping. On va ensuite, donc là on a payé pour apparaître là, et c'est clairement indiqué avec le petit mot-clé annonce. On va ensuite retrouver des résultats organiques, le fameux SEO, le référencement gratuit, référencement naturel, donc vont apparaître ici les sites classés en fonction du ranking, en fonction du mot-clé que vous avez saisi, donc grosso modo sur les X centaines de critères, mais on va dire de manière simplifiée, technique, popularité, contenu. On va trouver des fonctionnalités enrichies dans une page de SERP, donc c'est des fonctionnalités visuelles, ça peut être des carousels, ça peut être des autres questions posées, ça peut être des extraits optimisés, ça peut être tout un tas de choses. On va rentrer un peu plus dans le détail de ces éléments enrichis au fur et à mesure de cette vidéo. Et ça peut être aussi le knowledge graph, ou la fiche info Google, le pavé qu'on va retrouver sur le côté et qui va finalement déjà concaténer, rassembler un ensemble d'informations sur un sujet, des informations qui vont provenir de différentes sources variées. Donc on sait, depuis 2012, Google a lancé cette technique de knowledge graph, donc il vient pour chacune des entités créer des liens entre tout le savoir dont il dispose autour d'une entité, et il est comme ça capable de venir nous donner directement dans ce bloc-là des informations pertinentes et des détails supplémentaires sur notre recherche. Donc vous le voyez, les choses ont beaucoup évolué. Dans les choses qu'on a vues aussi ces derniers temps, on a pu voir que Google s'est mis à réécrire les balises titres. Alors il l'a toujours un petit peu fait, mais il s'est mis à le faire beaucoup plus. On avait même appelé ça le title gate. C'était quand même un petit peu un bug. On pensait que c'était potentiellement un bug de Google. Mais Google a décidé de réécrire les balises titres en pouvant les remplacer ou les compléter avec du contenu qu'il est capable de trouver directement sur la page. Donc soit en allant lire les balises HN, les H1, les H2, les fameuses titrailles qu'on trouve dans la page, ou en comprenant finalement ce qu'il y a dans la page et en disant que peut-être la balise titre proposée par défaut par l'éditeur du site n'était peut-être pas la bonne, il l'a rédigée. Alors attention, c'est pas parce que Google va réécrire vos balises titres qu'elles sont forcément mauvaises selon l'optimisation que vous vouliez mettre en place. C'est juste que lui a décidé que c'était pas ce qu'il voulait. Ça veut pas dire que la balise titre a perdu de son importance en SEO. Ça reste le critère numéro 1 pour venir vous positionner correctement sur votre expression clé. Et il faut toujours continuer à l'optimiser dans ce sens-là avec un maximum de sémantique autour de votre mot-clé. Même s'il l'a réécrit, Google continue à utiliser la balise titre que nous lui avons fournie. Le deuxième critère important, les deuxièmes tendances qu'on a vu apparaître au fil des années et qui se matérialisent encore un peu plus chaque année et qui sont donc dans les tendances de 2022, c'est l'expérience utilisateur. Google a mis en place ces algorithmes qui intègrent l'expérience utilisateur. Donc on va notamment penser aux Core Web Vitals, les signaux vitaux essentiels, les signaux web essentiels. Il s'agit donc de 3 indicateurs qui sont surtout des indicateurs de performance qui vont mesurer la rapidité de votre site. Donc je vais vous présenter rapidement ces 3 indicateurs. Moi, je voudrais vous donner mon indicateur à moi. Pour moi, l'indicateur le plus important, pour peu que votre site se charge dans un temps raisonnable, c'est de vérifier quand vous lancez votre site sur votre téléphone, dans un bus ou au milieu de la campagne, que le chargement est correct, qu'il est fluide, qu'il est propre. En faisant ça, vous aurez déjà une très bonne vision des choses. C'est empirique, mais ça fonctionne bien. Deuxième indicateur, si on voulait rentrer sur un indicateur un peu plus technique, vérifier le TTFB, Time to First Byte. C'est le temps que va mettre votre serveur à réagir avant d'envoyer le premier octet vers la page web de votre navigateur. Si ce temps-là est trop important, là, il va falloir vraiment venir l'améliorer. Et cet impact, il est vraiment marquant parce que, en fait, il va avoir un impact, une influence sur le crawl de votre site internet par les robots de Google, le fameux crawl budget dont on a déjà été amené à parler dans différentes vidéos.
Donc un bon TTFB, ça serait peut-être moins de 500 millisecondes, certainement même moins de 250 millisecondes. Et pour peu qu'on vienne mettre en place des caches ou différentes optimisations côté serveur, on peut arriver facilement à moins de 100 millisecondes. Et là, on est vraiment au top. Et si on est capable de faire ça, je dirais que tout le reste est beaucoup plus simple. Revenons rapidement sur ces trois indicateurs des Core Web Vitals. Le LCP pour Largest Contentful Paint. Google va venir calculer le temps nécessaire pour afficher la partie principale de votre site internet. Il faut que cette partie principale de votre site internet soit affichée très vite. Petite astuce et petite erreur qu'on peut voir, quand on vient faire de l'optimisation de performance, on a des fois tendance à mettre en place des mécanismes de lazy loading qui font que les images sont chargées finalement un petit peu en retard. Le chargement des images est différé de manière à gagner du temps. Ça peut avoir un impact négatif sur cet impact, sur ce critère LCP, puisque si l'image n'est pas chargée tout de suite, mais qu'elle est chargée en différé, eh bien on va retarder finalement ce critère de chargement complet de la page, enfin des parties importantes de la page. Deuxième critère important, donc c'est le FID pour First Input Delay. Là, c'est le temps que va mettre votre site à répondre à partir du moment où une personne va cliquer sur un lien, cliquer sur un élément du site. Donc souvent, ça peut être lié à des problèmes par rapport au code JavaScript. Et le troisième indicateur, c'est le Cumulative Layout Shift. Là, ça correspond tout simplement au fait que votre page reste stable dans le temps. Au bout de combien de temps, les choses ne se mettent plus à bouger dans tous les sens. Ça, je pense que vous êtes comme moi, et c'est encore plus vrai, je trouve, sur téléphone. C'est particulièrement désagréable quand on charge un site, qu'on croit que le site est chargé, on pousse avec son doigt là sur le lien ou sur l'image qu'on veut cliquer, et pas de bol, juste avant qu'on pousse, eh bien le layout, le design du site a changé, du coup on s'est retrouvé à cliquer sur autre chose, on est obligé de faire machine arrière, et là en général on s'en va du site. Donc c'est pour ça que ce CLS, ce Cumulative Layout Shift, est vraiment un indicateur important pour votre site internet. Très rapidement, quelques petites astuces, bien... Comme je l'ai vu, pensez à optimiser votre serveur, mettez des caches, faites ce que vous pouvez pour que le TTFB soit le plus faible possible. Pourquoi pas mettre en place des CDN, je pense à un CDN tel que Cloudflare, qui va permettre déjà de répartir la charge sur différents points du globe si vous êtes en mode international, et qui va aussi mettre en place des caches statiques pour que côté navigateur, on ne recharge pas X fois les mêmes ressources. Vous pouvez modifier votre code HTML, utiliser des formats d'images un petit peu spécifiques tels que le WebP, et surtout, pensez bien en responsive design à ne pas utiliser des grosses images, mais directement les images à la bonne taille, et pensez à toujours bien affecter des attributs de largeur et de hauteur à vos images, de manière à ce que ça soit tout bien optimisé dès le départ. Évidemment, c'est des choses qui ne sont pas forcément simples à mettre en place par vous-même, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous voulez malgré tout avoir des informations sur ces éléments-là de performance, vous pouvez utiliser différents outils, ne serait-ce que Google Lighthouse, qui est gratuit, mais vous pouvez aussi avoir des choses un petit peu détaillées en utilisant le rapport CWV, Core Web Vitals de SEMrush. N'oubliez pas qu'en 2022, votre site internet doit être rapide, quoi qu'il advienne. Même si ce n'est pas encore un critère prépondérant pour le SEO, ça restera toujours un critère prépondérant pour votre utilisateur, pour l'internaute. Allez, on enchaîne sur la deuxième tendance, troisième tendance, les extraits enrichis ou les extraits vidéo. Alors c'est ce qu'on appelle les featured snippets, ou en français les positions 0. C'est tout simplement un extrait directement d'une page internet ou d'une vidéo que Google vient mettre en haut de page, et qui vont finalement venir prendre du trafic directement. Donc si c'est de la vidéo, on va même avoir la chance d'avoir la vidéo et directement des liens directs vers les temps forts de la vidéo. On va pouvoir obtenir l'information tout de suite. On est de plus en plus dans une situation où Google veut nous donner l'information directement sur la page de Google sans qu'on ait besoin d'aller cliquer sur un site. Et c'est vrai que on a de plus en plus, je ne sais pas si c'est pas quelque chose comme 60%, il faudrait retrouver le chiffre exact, de requêtes qui ne génèrent finalement aucun clic, puisque la réponse est déjà dans Google. Ça, il faut suivre ça avec attention. Tout à l'heure, je disais qu'il y a encore des milliards de recherches, donc le SEO est loin d'être mort, mais attention tous les jours, mais attention parce que le fait que Google finalement cannibalise une part des réponses qui s'accaparent nos résultats, vient nous enlever naturellement du trafic.
Si donc vous utilisez YouTube, eh bien pensez à publier vos vidéos, à les embarquer sur votre site web et vous aurez peut-être comme ça la possibilité de venir chercher de la position 0 via de la vidéo ou via du contenu. Et bien voilà, optimiser votre contenu vidéo en l'utilisant le plus possible quand vous avez fait l'effort de créer du contenu. Diversifier ce contenu dans différents formats, infographie, vidéo, vidéo courte, vidéo longue, et publiez-les, faites-en la promotion sur tous les réseaux possibles et imaginables. Vous pouvez faire de l'Instagram, du TikTok, du Facebook, du YouTube, etc. Plus vous allez démultiplier les sources de promotion de vos vidéos, plus elles pourront être visibles et finalement avoir des chances de prendre des positions dans Google. Allez, prochain sujet, c'est de créer le bon contenu en fonction de la recherche des internautes. Quand un internaute vient taper un texte dans le moteur de recherche, la première chose que fait Google, c'est de s'assurer qu'il a bien compris la requête qu'a tapé un internaute. Et il va s'assurer qu'il a bien compris l'intention de recherche cachée derrière ce texte-là. Si je tape une expression simple, meilleur vendeur de voitures, Google comprend que je veux un comparatif entre les meilleurs vendeurs de voitures autour de chez moi. Donc là, je vais être une intention relativement ce qu'on appelle commerciale ou comparative, et donc je vais devoir fournir ce bon type d'information-là. Si potentiellement je vais rentrer une requête un petit peu plus précise avec acheter un monospace, acheter une Tesla, je vais être sur quelque chose d'un petit peu plus transactionnel, je suis directement sur une requête d'achat. Si je tape une requête beaucoup plus générique, comment fonctionne un véhicule électrique, là je suis dans une requête purement informationnelle. Et enfin, si je tape comment me rendre chez Renault, eh bien je vais être sur une requête de type navigationnel, je vais chercher le Renault le plus proche de chez moi. Donc gardez bien en tête l'importance de ces intentions de recherche, les quatre donc, que je viens de citer, informationnel, je cherche de l'info, transactionnel, commercial, je vais comparer des offres, transactionnel, je suis prêt à acheter, ou finalement navigationnel, je veux me rendre soit à un lieu physique, soit directement sur un site internet. Si je tape Darty, c'est une recherche navigationnelle qui m'emmène vers un site internet. Alors Google a depuis quelques années détaillé de nouveaux types de recherche. Je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. On va retrouver notamment, et je vous laisserai rechercher ça, des requêtes de type NoSimple et des requêtes de type NoSimple, donc savoir simple, sont des requêtes qui vont être répondues directement dans les SERP de Google, ce qu'on vient de voir juste avant. Si vous voulez vous positionner sur une expression clé qui est en requête NoSimple, ça a finalement peu d'intérêt, votre site ne prendra pas de clic puisque Google donne la réponse. Dans tous les cas, voilà, tenez compte de ces intentions cachées derrière la requête et produisez les bons contenus, ce que Google attend, et ne perdez pas de temps à créer des contenus pour des requêtes où Google répond tout seul et où il ne vous donne pas l'opportunité d'obtenir des clics. Allez, dernier point dont on peut parler rapidement, c'est l'avenir de la recherche en 2022 et dans les années à suivre. L'essentiel déjà, c'est de vous assurer que vous restez en veille et que vous êtes informé de ce qui se passe. L'algorithme va changer. Google ne le modifie pas forcément pour le plaisir, l'algo, ils ont des objectifs de le faire évoluer, d'en faire le moteur de réponse parfait qui va donner les meilleurs résultats et la meilleure expérience utilisateur. L'objectif, il est simple, donner la meilleure réponse. Et toute la techno qui est mise en branle autour de tout ça, les intelligences artificielles qui sont mises en place autour de tout ça, eh bien, elles n'ont que ces objectifs-là. Alors on attend avec impatience les nouveautés. C'est vrai que pendant des années, on nous a dit que la nouveauté, ce serait la recherche vocale avec ces petites bébêtes. On n'a pas forcément encore venir autant qu'on l'imaginait il y a quelques temps. Il y a quelques temps, on penserait que la recherche vocale il n'y aurait plus que ça. Peut-être que l'avenir sera à la recherche en réalité augmentée. Peut-être que directement avec des lunettes ou des implants, on pourra faire de la recherche vocale directement via nos téléphones. On voit de plus en plus de choses qui se passent avec Google Lens qui permet de reconnaître des produits, mais qui permet aussi maintenant de créer des requêtes associées, en fait, des requêtes visuelles via Google Lens en rajoutant des mots-clés pour trouver d'autres informations. On peut rechercher un produit en le passant dans Google Lens, on peut faire de la traduction automatique de tout un tas de choses. Donc vraiment des choses passionnantes qui vont arriver, je pense, liées à ces univers on dit metaverse et ces réalités augmentées, si tout ça continue dans le sens dans lequel ça va aujourd'hui.
Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt. Ciao, ciao!